On va commencer cette conférence. Alors donc, on est très heureux de recevoir M. Bernard Lachaise, Université de Bordeaux, Montaigne. Il était déjà venu, je crois, à 2 reprises. Il est venu une fois nous traiter les Américains en Aquitaine en 1917. D'ailleurs, c'était pas dans ces lieux, c'était dans un château, je ne sais plus lequel. Il n'est pas venu en 1917. C'était son grand-père. C'était dans un château à l'époque où on était itinérant, on était obligé d'installer en travaux, de se déplacer dans les châteaux. C'était l'époque sportive. Voilà, c'est le rendez-compte. Et puis vous aviez traité ensuite une très belle conférence sur Jean Chaban-Delmas, pur et simple. Voilà. Ce soir, vous venez nous parler d'un homme que beaucoup d'entre nous ont connu, ou tout au moins croisé, aperçu, qui s'appelait Robert Boulin, qui était un des grands hommes de l'époque gaulliste, un des grands hommes politiques de l'époque gaulliste. Et donc, nous allons, au travers de votre étude, revenir sur cette époque du début de la Ve République, celle du gaullisme triomphant. Alors simplement, j'irai très vite pour rappeler quelques traits de ces années, qui sont bien sûr dominés, pour ne pas dire écrasés, par la personnalité du général de Gaulle, et qui se prolonge quelques années après son départ, en 1969, jusque sous la présidence de Georges Pompidou, qui disparaîtra en 1974. En 1958, De Gaulle est rappelé au pouvoir, on peut même dire qu'il s'est un peu rappelé lui-même, ça rentrait dans les détails. Et puis, il est rappelé bien sûr sur les décombres de la IVe République dans une situation d'agitation extrême, avec la révolte des Pieds Noirs à Alger, le fameux 13 mai. Alors, le sauveur est attendu par l'opinion, qui est excédée par le régime de la IVe et toutes ses hésitations et toutes ces difficultés. Il impose sa vision du pouvoir et des institutions par la nouvelle Constitution, qui est plébiscitée en septembre 1958 par un référendum, j'ai dit plébiscité, mais c'était un référendum officiellement, à plus de 79% de oui. Et là commence une longue période de stabilité politique, où les gouvernements s'appuient sur ces institutions et puis sur de confortables majorités parlementaires du parti gaulliste. Et là, pendant toutes ces années, la France va beaucoup avancer, va se développer économiquement, avec un franc fort, le fameux nouveau franc, une économie qui marche sur une bonne croissance, peu de chômage, une économie organisée, avec, on l'oublie, mais il y avait une planification à l'époque, tout un effort de modernisation de l'industrie, avec la création d'acteurs économiques de dimension européenne, voire mondiale. Je citerai simplement l'aéronautique, le plan calcul, et bien sûr l'industrie nucléaire. Mais aussi un secteur bancaire qui se concentre, qui se modernise. Et puis, la main-d'œuvre immigrée s'intègre. La main-d'œuvre immigrée s'intègre plutôt facilement. En fait, elle répond à un besoin puisqu'on va les chercher. On recrute, en AFN, on va recruter des travailleurs pour remplir les usines de Renault en particulier. Socialement, le calme est relatif, sauf la fameuse grève des mineurs en 1963. Et puis, il y a eu aussi la recherche d'une troisième voie entre le capitalisme et le socialisme, avec la fameuse participation qui a été un des grands chevaux de bataille de Gaulle. Alors bien sûr, le grand soubresaut, on ne peut pas l'oublier, ça a été la question algérienne, qui a été résolue, non sans épisodes sanglants et drames humains. Et quand même, à l'international, la France affirme son rôle de grande puissance, se dote d'une force de frappe nucléaire et s'appuie sur le bras du chef de l'État. On observera simplement la cote du chef de l'État. La cote du général de Gaulle n'est jamais descendue en dessous de 50%, sauf lors de la grève des mineurs de 1963. La plupart du temps, elle se situe à 60% d'opinion favorable. Alors, les termes de Jean Garrigue dans son ouvrage, je vais les reprendre parce qu'il a fait, Jean Garrigue a écrit récemment Les Jours Heureux, en parlant de l'histoire de France. Jean Garrigue parle des jours heureux du gaullisme. Alors surtout, ne cherchez pas à faire une comparaison de ces années avec la situation actuelle de notre pays, car vous serez, je crois,
La comparaison serait plutôt très cruelle. Alors quand se termine cet état de grâce? Il se termine bien sûr avec mai 68 et la révolte étudiante suivie d'une révolte ouvrière colossale, avec 3 fois plus de grévistes qu'en 1936. C'est une révolte anti-gaulienne et c'est vraiment une rupture sociale, sociétale, générationnelle. Et malgré le sursaut des élections de juin 68, elle est le prélude de la fin, puisque le chef de l'État démissionnera en avril 69. Alors certes, il y avait dans ce régime des côtés sombres. On peut songer à la France-Afrique du fameux Jacques Foucard, la mise sous le boisseau de l'information publique, et puis des pratiques de police parallèles qui certainement expliquent la fin tragique de Robert Boulin, ce dont vous allez nous parler, mais pas nous parler que de ça, vous allez nous parler de Robert Boulin ce soir. Merci, monsieur. Merci à vous, monsieur le président. Je vous remercie chaleureusement de votre accueil, de l'invitation dans la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saint-Émilion. C'est toujours, effectivement, vous avez rappelé les 2 précédents, et c'est toujours un plaisir. Donc bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors effectivement, je suis heureux de parler de Robert Boulin ici, sur des terres électorales, qui ont été les siennes, même si tout le monde n'a pas sans doute voté Robert Boulin, mais en tout cas, c'était sa circonscription électorale. Alors j'ai intitulé la conférence un beau parcours. C'est vrai que c'est un parcours rapide, une carrière politique éclair, quasiment, relativement courte, mais remarquable, puisqu'elle commence pour Robert Boulin en 1958, quand il est élu député, donc de la 9e circonscription de la Gironde. Une carrière de député qui se poursuit puisqu'il est réélu à chaque élection jusqu'à sa mort, jusqu'en 1978, en tout cas jusqu'aux élections de 1978. Une carrière qui a été rapide parce que quelques mois à peine après son élection comme député, il devient maire de Libourne en 1959, au printemps 1959, et il reste maire de Libourne, il est réélu comme maire de cette ville jusqu'à sa mort en 1979, donc dernières élections en 1977, qu'il remporte. Durant cette période, il n'a jamais connu d'échec électoral, ce qui est quand même déjà un signe d'un beau parcours. Mais ajoutons à cela, et évidemment ce sont les 3 éléments qui font que le parcours de Robert Boulin est un très beau parcours et même un parcours assez exceptionnel, c'est qu'il est entré au gouvernement pour la première fois en 1961, qu'il ne l'a quitté qu'en 1973, et qu'il y revient ensuite, et que par conséquent jusqu'à sa mort, et 1976-1979, donc il a une très longue carrière ministérielle à différents postes, et là c'est vraiment un record, quasiment, en tout cas sous la Ve République, c'est un des plus beaux parcours, si ce n'est le plus beau parcours. Vous ajoutez ces 3 éléments, la conquête du siège du député de la mairie de Libourne et cette belle carrière ministérielle, vous avez effectivement une personnalité importante dans l'histoire non seulement de Libourne et de la Gironde, mais de l'histoire de France. Alors, ce très beau parcours, s'il n'avait pas été arrêté effectivement brutalement en 1979, on aurait pu se demander si on se serait intéressé à Robert Boulin et si les historiens auraient écrit une biographie ou essayé d'écrire une biographie de Robert Boulin. Alors c'est plus que probable, puisque je l'évoquerai évidemment, sa carrière se serait poursuivie et déjà à un plus haut niveau, puisqu'il est quasiment certain, j'en reparlerai, qu'il serait devenu Premier ministre très vite, après le mois d'octobre, donc le funeste, pour lui, funeste mois d'octobre 1979. Alors, après la mort de Robert Boulin, j'y reviendrai bien entendu, mais je voudrais d'abord, évidemment, évoquer sa vie et son parcours. Après sa mort, le premier ouvrage qui a été consacré en partie à la vie de Robert Boulin, surtout à sa mort, mais qui rappelle quand même quelques éléments essentiels de sa vie, c'est celui du journaliste Benoît Colomba, journaliste de Radio France, qui a écrit L'homme à abattre en 2007, qui est une excellente enquête sur les conditions de la fin de vie de Robert Boulin. Et puis, les historiens qui sont soumis
à la loi des archives, c'est-à-dire à l'accès aux archives, et qui par conséquent ne peuvent pas travailler sur un personnage qui est encore en activité, évidemment. Les historiens n'avaient donc pas accès aux archives, ils ont mis du temps par conséquent à s'intéresser véritablement au parcours de Robert Boulin, mais ils l'ont fait. Je fais partie des 3 qui avaient initié un colloque que nous avons tenu en 2009 à Libourne, en accord, en partenariat avec la mairie de Libourne. Gilbert Mitterrand était à l'époque donc le maire de Libourne, et c'est Christophe-Luc Robin, Libournais bien connu et toujours élu municipal, adjoint, et qui est un ami, un très bon historien et que j'ai connu comme étudiant, mais qui est devenu un ami et qui fait donc une belle carrière, et un autre collègue de Bordeaux-Montaigne, Hubert Bonin. Nous avons tous les 3, et en partenariat avec Libourne, et je pense notamment à quelqu'un qui nous avait beaucoup aidé, qui a traité la partie de Libourne dans cet ouvrage, qui est Alain Chaume, malheureusement décédé l'année dernière. Et nous avions donc publié cet ouvrage qui s'appelle Robert Boulin, itinéraire d'un gaulliste, Libourne, Paris. Et il y a déjà énormément de choses dans ce livre. Mais ce livre n'a pas eu une très bonne diffusion, il était très cher, et surtout, il n'abordait pas la question de la mort de Robert Boulin. Alors sa fille, Fabienne Boulin, qui avait assisté au colloque, était un peu en colère. Elle nous disait, mais comment elle nous avait accueillis très aimablement pour nous ouvrir des archives privées, mais elle nous disait, mais comment on peut parler de mon père sans parler de sa mort? Et nous lui avions dit en 2009, nous n'avons pas d'éléments, nous, historiens, suffisamment forts pour traiter de la question de la mort de Robert Boulin. Alors le temps a passé, et dans la collection Figures de la Nouvelle-Aquitaine, que les éditions Mémoriques ont lancé il y a quelques années, on m'a proposé d'écrire un petit ouvrage donc sur Robert Boulin, plus court, plus synthétique que celui dont je viens de parler. Et celui-là m'a beaucoup aidé, évidemment, et j'y avais participé, bien sûr, mais un ouvrage plus petit sur Robert Boulin, mais qui, cette fois, là, je ne pouvais pas ne pas parler de la mort de Robert Boulin, parce que sinon, là, c'eût été de la provocation. Et surtout que depuis 15 ans maintenant, depuis plus de 15 ans, quand même, on a eu de nouveaux témoignages, on a eu de nouvelles étapes, disons, dans une enquête qui, malheureusement, n'est toujours pas complètement bouclée, mais, évidemment, je vous en parle. Voilà donc un peu, si vous voulez, l'histoire de l'historiographie de Robert Boulin. Alors, Robert Boulin, je vous ai dit donc Libourne, on avait intitulé cet ouvrage Libourne-Paris. J'ai évoqué sa candidature à la mairie de Libourne et sa longévité comme maire de Libourne, mais au départ, Robert Boulin n'est pas de Libourne. Ce n'est pas son arrivée à Libourne est postérieure à la Seconde Guerre mondiale. Robert Boulin, c'est quelqu'un qui est originaire du Sud-Gironde, de Villandreau, très exactement. Villandreau, donc Sud-Gironde, il a écrit « Je suis né un peu au sud de Bordeaux, dans le pays de Thérèse d'Esquerroux, à Villandreau, dans la lande girondine. » C'est le pays de sa mère, qui est une demoiselle Martineau, fille d'un boucher de Villandreau. Vous avez la maison natale de Boulin sur la photographie en couleur. Elle n'était pas tout à fait dans cet état à l'époque, mais c'est sa maison natale, au pied du château, donc au centre du village de Villandreau. Famille donc originaire de Villandreau, et c'est important pour lui parce que c'est chez ses grands-parents, justement, Martineau, à Villandreau, que Robert Boulin passe son enfance et une partie de son adolescence. Et il a adoré cette enfance, beaucoup aimé Villandreau et ce secteur, et il y est resté fidèle toute sa vie. La famille, de côté de son père, la famille Boulin, est originaire du Lot-et-Garonne, est originaire de Tonneins. Alors, Villandreau-Tonneins, c'est pas deux extrémités des deux départements, ce n'était pas loin. Son père travaillait dans les douanes et faisait carrière aux douanes à Bordeaux. Non, tabac, qu'est-ce que je dis manufacture de tabac, pardon, à Bordeaux. Et, mais Robert Boulin a surtout vécu à Villandreau. Et le rare moment où sa famille a voulu l'amener à Paris, parce que les parents étaient allés habiter à Paris,
Il a très très mal vécu, il a fait les pieds et les mains, et il est revenu chez les grands-parents, donc à Villandreau, où il est repéré par son instituteur, hein, ce qui était fréquent. Hein, cet instituteur avait détecté chez lui des capacités. Et Robert Bulin était en effet un enfant qui a adoré la campagne, il était sportif, il aimait se promener autour de Villandreau, et en même temps, il aimait beaucoup lire. C'était un grand lecteur. Il avait des lectures, on en a des inventaires, enfin des documents familiaux, hein, justement, de la famille Bulin, qui sont assez étonnants hein, pour un enfant de 12, 13, 14, 15 ans. Et à partir de l'âge de 10-11 ans, il a tenu un journal qu'il espérait léguer à ses enfants pour que les enfants le poursuivent au 21e et au 22e siècle, donc vous voyez l'ambition. Et dans ce journal de vie, il écrivait hein, ses commentaires sur l'actualité. Il était déjà très passionné par l'actualité et il faisait des découpages de la presse et il collait des morceaux de journaux sur le 6 février 1934, sur la guerre d'Espagne, sur divers événements nationaux ou internationaux. Donc il y avait déjà cet intérêt. Alors la famille n'était pas politisée, le père n'avait pas d'engagement politique, mais elle était incontestablement à droite. Hein, c'est une famille de droite, catholique, donc, dans laquelle a percé donc, le jeune Robert Bulin. Alors, c'est une famille de petite bourgeoisie, hein, pas fortunée, la situation de la famille, en particulier pour le jeune Robert, qui était enfant unique, qui avait été un enfant très désiré, attendu très longtemps par ses parents, et le jeune homme, après avoir suivi ses études secondaires au lycée de Talence, donc à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux, avait décidé de faire médecine. Son projet, c'était de devenir médecin. Sauf qu'en 1940, un drame familial le secoue, hein, et secoue la famille, puisque le père de Robert Bulin mort brusquement. Hein. Et au mois de juillet 1940, par conséquent, la vie change. Hein. Sa mère vit à la fois à Villandreau et à Bordeaux, où elle s'installe, donc rue du Tondu. Et le jeune Robert Bulin, qui avait envisagé les études longues, que sont les études de médecine, finalement choisit de s'inscrire dans 2 facultés de Bordeaux. La faculté des lettres, qui correspond à son goût de lecture et pour les humanités, et s'inscrit à la faculté de droit. Alors on a retrouvé dans les archives, je ne sais pas si vous lisez bien, mais on a retrouvé dans les archives de la faculté des droits une lettre que le jeune Robert Bulin a écrite, donc doyen de la faculté de lettres, pour lui dire que comme il était inscrit dans les 2 facultés, il n'avait pas de raison de payer les droits dans les 2 facultés, surtout que la famille n'était pas fortunée. Voilà, c'est un des premiers documents, si vous voulez, avec une signature qui n'a pas profondément changé après. Alors, j'aime bien faire remarquer, mais c'est ma déformation d'enseignant, qu'il y a une faute d'orthographe, hein, les droits que j'avais déjà acquittés et... Mais, ça aide à relativiser, hein, parce qu'on se plaint aujourd'hui que les enfants ne savent plus écrire. Vous voyez que Robert Bulin, bachelier, S-lettres, en 1940, faisait aussi des fautes d'orthographe. Bon, c'est pas grave. Donc, il commence des études de lettres et des études de droit en parallèle. Et quand même, nous sommes dans le contexte de la guerre. A-t-il été tenté de partir rejoindre la France libre du général de Gaulle en 1940? Peut-être. Ça n'a jamais été dit ni par lui, hein, ni par sa famille. Simplement, il est, comme beaucoup de Français, quand même, choqué évidemment par la défaite. Mais il ne part pas. Et il faut dire que le décès de son père hein, ne facilite pas les choses aussi. Il a 20 ans, certes, mais il est encore étudiant, donc il ne rejoint pas la France libre, il n'entre pas en résistance à ce moment-là. Il le fait un petit peu plus tard, en entrant dans la résistance intérieure, en 1942, donc parallèlement à ses études, entre Bordeaux et Villandreau et le sud Gironde. Il entre là en résistance, il fait partie d'un groupe de l'OCM, Organisation Civile et Militaire Jeunes, et dans un groupe, je vais vous montrer donc une des photos hein, qui date de l'époque, où vous voyez donc Robert Bulin sur la gauche de la photographie, avec les mains devant, hein, la casquette, les moustaches. Voilà, c'est le jeune homme, le jeune Robert Bulin, qui a choisi comme pseudo de résistance Bertrand. Bertrand, en hommage à Bertrand de Gaulle, hein, pas Clément
originaire évidemment de Villandreau, qui se spécialise dans le renseignement pendant cette période. Il fournit, donc il sillonne le sud Gironde et il fait des allers-retours à Bordeaux pour essayer de fournir des renseignements à son groupe de résistance, avec des objectifs évidemment que ces renseignements soient utilisés à Londres ensuite. Donc ça, c'est son parcours dans la résistance intérieure, qui se poursuit très longtemps, c'est-à-dire comme beaucoup de ces résistantes de la région du sud-ouest, il poursuit après la libération de Bordeaux et après le mois d'août 1944, il continue à combattre pour aller se battre sur les fronts du Médoc, de Royan, ces fameuses poches de l'Atlantique qui n'ont été libérées, comme vous le savez, qu'en mai 1945 finalement. Et Robert Boulin donc se bat jusqu'à ce moment-là, et sous le nom de Mickey, à un moment, il appartient. Voilà. Donc, ça, c'est le parcours de résistant de Robert Boulin, qui évidemment lui donne par la suite une image qui le rapproche, hein, qui l'accroche, je dirais, au parcours classique de beaucoup de gaullistes hein, qui sont passés par la résistance et qui ont suivi le général de Gaulle ensuite dans son histoire politique, dans ses engagements politiques. Mais il faut vivre, hein, une fois la guerre terminée, et c'est là que Robert Boulin arrive, après une année à Libourne, il devient avocat en 1946, et après une année à Libourne, à Bordeaux, pardon, il entre dans l'étude au cabinet de maître Gaucher-Piola, donc à Libourne. Il travaille avec lui en collaboration avant d'ouvrir lui-même son cabinet très vite après. Et en fait, il exerce cette profession d'avocat à Libourne à partir de 1946-47 jusqu'au moment où il devient député et maire de Libourne en 1958-59. Alors ce sont des années importantes pour Robert Boulin, parce que d'abord, professionnellement, il faut évidemment faire sa place dans le barreau. On n'a pas beaucoup d'informations sur ses activités d'avocat. Ce n'est pas visiblement un cabinet très important, mais qui lui permettait quand même de faire vivre sa famille, parce qu'il se marie avec une jeune fille originaire du Sud-Gironde aussi, de Barsac, hein, Colette, qui est séduite, dit la famille, par le jeune résistant qu'elle a vu en uniforme. Bon. Il se marie en 1947 avec Colette Lalande, donc, et ils ont 2 enfants dans les années qui suivent, hein, Fabienne et Bertrand. Et ces années donc, sont des années où il vit beaucoup sa vie de famille, parallèlement à son installation professionnelle, et il est un père extrêmement attentif à ses enfants, hein, et je vous dirais que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'a pas voulu commencer sa carrière, tenter une carrière politique plus tôt. Et il y a un souvenir qui est un tout petit peu plus tardif que Bertrand Boulin a raconté, qui montre hein, la relation que le père pouvait avoir avec son fils. Bertrand raconte, entre Bordeaux et Annecy, tu m'as appris, il s'adresse à son père, hein, tu m'as appris à manger les petits lus à ta façon. Tu croquais d'abord chaque coin pour les petites dentelures des 4 côtés. Et enfin, tu savourais le centre du petit beurre, avec ta langue en laissant fondre chaque morceau un moment sur le palais. Apprentissage donc des petits lus par Robert Boulin à son fils Bertrand. Mais, parallèlement à cette vie professionnelle et à cette vie familiale, Robert Boulin s'engage dès 1947 dans le parti politique que le général de Gaulle fonde, le Rassemblement du peuple français. Et immédiatement, il devient un militant, alors on disait les compagnons, un compagnon du général, il devient un compagnon très actif, c'est-à-dire qu'il n'a pas seulement pris sa carte au RPF, pendant toutes les années 1947-1958, il est un militant, un orateur du RPF, donc il sillonne le Libournais et la Gironde pour faire des réunions publiques, ça se faisait beaucoup, hein, pour dire le gaullisme à cette époque-là. Il écrit beaucoup dans le Résistant de Libourne et du Libournais, hein, on a de très nombreux articles où il exprime, donc il se bat pour le général de Gaulle. Et il y en a un qui est intéressant parce qu'il explique à cette époque-là, hein, et il fait évidemment une part
particulière au général de Gaulle, qu'il vénère absolument, et cette vénération a duré jusqu'au bout. Il écrit notamment un jour dans le journal donc, de Libourne, « Trop d'hommes politiques, hélas, ne briguent des postes importants que pour mieux satisfaire leur appétit ou leur vanité. Si chacun d'entre nous pense au sein du parti à se servir avant de servir, alors toute la vie de la nation risque d'être paralysée. » Bon, il avait 27 ans quand il écrit ça. Aucune comparaison. Alors, militant qui lui permet de rencontrer celui qui, évidemment, est à cette époque-là la figure par excellence du gaullisme en Gironde, à savoir Jacques Chaban-Delmas. Alors, la photographie, là, est un petit peu plus tardive. Hein. Elle est prise à la mairie de Libourne. On reconnaît une cheminée de la mairie de Libourne. Je ne sais plus si c'est la salle du conseil, non? C'est la salle du conseil, voilà. Et on voit donc Robert Boulin, avec derrière lui, évidemment, Jacques Chaban-Delmas. Et derrière Robert Boulin, c'est Gabriel Delaunay, préfet de Gironde, qui est resté très longtemps, de la fin des années 50, hein, pendant toute la décennie de Gaulle, préfet de Gironde. Alors ce compagnonnage avec Jacques Chaban-Delmas, c'est un compagnonnage donc très ancien, qui date de 1947, évidemment. Et c'est très important parce que ça explique aussi pourquoi en 1958-59, Robert Boulin, qui ne s'était jusque-là jamais présenté à une élection, peut être candidat à la députation et à la mairie. Hein. Il ne tombe pas, ce n'est pas une carrière comme on en voit quelquefois maintenant. Hein. Voilà. Il a vraiment un vrai militantisme, il n'est pas parachuté effectivement, et c'est un vrai militantisme et c'est l'aboutissement, si vous voulez, de ses combats. Alors en 1958, Bernard Ledoux y a fait allusion, les choses évidemment s'accélèrent pour le gaullisme et les événements d'Algérie poussent le général de Gaulle à revenir au pouvoir. Et Robert Boulin est très actif à Libourne, il a fondé un comité de salut public et il pousse avec ses compagnons gaullistes pour qu'on rappelle, hein, que le président Coty rappelle donc le général de Gaulle, qui devient, vous le savez, président du Conseil, puis donne au pays enfin, la constitution de la Ve République, approuvée par référendum, et c'est le début donc d'une république avec un nouveau parti qui est l'Union pour la Nouvelle République, qui est le nouveau nom hein, du parti gaulliste, et nouvelle circonscription électorale. Avant, on votait à la proportionnelle sous la 4e République, désormais on vote au scrutin majoritaire à 2 tours, et avec un découpage des circonscriptions qui explique donc que Robert Boulin soit candidat ici. Alors, Robert Boulin, donc, d'abord la conquête de la députation, de la députation en 1958. Je cherche pour vous montrer une photo qui est, oui, on la verra plus tard. Donc, il est élu maire de Libourne. Alors, il se trouve qu'il a eu la chance, parce que c'était aussi que le maire de Libourne, Bernadette, qui n'était pas candidat, ne se représentait pas. L'ancien maire, c'était Boireau, Abel Boireau, mais l'ancien maire, contre lequel il s'est battu plutôt aux législatives, c'est exact. Mais Abel Boireau ne se représente pas, donc évidemment, hein, il y a un champ libre en quelque sorte pour Robert Boulin. Donc il est élu maire, et je vous l'ai dit, il est réélu en 1965, il est réélu en 1971 et enfin en 1977. Bon. Et ce sont ces beaux parcours de maire, hein, moins longs que celui de Chabon, mais longs comme Yves Guéna en Dordogne hein, ou comme d'autres gaullistes dans la région. Donc quelques mois après, il décide de se présenter à la députation. Sa femme l'y pousse. Colette Boulin s'intéresse à la politique et puis elle trouve que bon, il a déjà beaucoup servi le gaullisme, qu'il est temps pour lui de se présenter. Il ne l'avait jamais fait jusque-là, ce qui est assez rare malgré tout pour ce personnel politique du début de la 5e. Alors Chaban n'est pas totalement enthousiaste. Bon. Boulin n'allait pas viser la mairie de Bordeaux, mais il pouvait quand même faire un peu d'ombre à Chaban. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la mesure où il a tiré le Libournais, hein, il a rendu le Libournais plus lisible, plus indépendant par rapport à Bordeaux. Mais c'est assez amusant de voir la réaction de Chaban qui dit « Oui, mais bon, peut-être qu'il est un peu jeune encore. Bon, » Lui, il a oublié qu'il avait été élu député à 31 ans et maire de Bordeaux à 32. Bon. Mais Robert Boulin n'écoute pas, il est candidat et il est réélu
toutes les élections législatives jusqu'en 1978. Ça devient de plus en plus difficile quand même, hein, au fur et à mesure des années 70, pareil pour la mairie, pour la bonne raison qu'il y a l'Union de la gauche qui s'est formée en 1971, PS, et 1973 avec le programme commun, et que par conséquent, il a des candidats contre lui, notamment Lucien Figeac, hein, qui était professeur à Libourne, qui est un radical de gauche, et qui est son principal concurrent aux élections législatives, et à la mairie de Libourne, Pierre Lard, qui a été donc son dernier rival, si vous voulez, lors des élections législatives de 1977. Donc ça devenait plus difficile, mais en tout cas, il est réélu. Il n'a pas beaucoup le temps de siéger à l'Assemblée entre 1958 et 1961, puisque le général de Gaulle vient à Libourne. De Gaulle, président, reprend la série de voyages qu'il avait entrepris à travers la France. Il avait fait un tour de France à l'époque du RPF. Là, il reprend en tant que président des voyages au début de la Ve République, et il vient à Libourne en 1961, avril 1961. Et il est accueilli par le maire, hein, vous le voyez dans la voiture évidemment, hein, le général de Gaulle est debout, Robert Boulin est derrière. Sur l'autre photographie, hein, vous apercevez toujours le préfet de Launay, donc derrière Robert Boulin et évidemment le général de Gaulle. Ce voyage est fondamental, bon, pour Robert Boulin, parce que de Gaulle connaissait le nom de Robert Boulin, il savait hein, qu'il avait été compagnon depuis très longtemps, fidèle, résistant, il savait qu'il était député depuis 1958, mais là, il le repère encore plus. Et quelques mois plus tard, Boulin était en vacances, le téléphone sonne, on lui dit « Le général, le président, veut vous voir à l'Élysée ». Donc, il arrête les vacances, il part à l'Élysée, et alors ça c'est peut-être la légende, mais c'est trop beau pour ne pas être raconté. Parce que c'est tout à fait du De Gaulle. Il lui dit « Boulin, connaissez-vous quelque chose aux rapatriés ?» On est en pleine guerre d'Algérie et le mouvement des rapatriés a déjà commencé. Et Boulin lui aurait dit « Mon général, non, franchement, il n'avait pas été formé à ça. Il a une formation de juriste, mais bon. Eh bien, vous serez secrétaire d'État aux rapatriés. » Encore une fois, c'est peut-être trop beau pour être vrai, mais il devient secrétaire d'État aux rapatriés, qui est son premier poste ministériel. Et sous De Gaulle et sous Pompidou, qui a succédé au général en 1969, Boulin ne quitte pas le gouvernement. Vous voyez, je vous ai listé là tous les postes qu'il a occupés. D'abord secrétaire d'État, et puis ensuite comme ministre à part entière. Entre donc le 24 août 1961, vous voyez la proximité du voyage du général à Libourne, et mars 1973, c'est-à-dire presque la fin de la présidence Pompidou. Alors, secrétaire d'État aux rapatriés, il n'y connaissait rien. Il a travaillé, parce qu'une des constantes de tous les témoignages des ministères de Boulin, c'est de dire que c'était un travailleur, c'est quelqu'un de sérieux qui faisait vraiment le mieux possible son travail. Alors, pour les rapatriés, ce n'était pas un sujet facile, parce qu'on approche de la fin de la guerre d'Algérie. Les rapatriés, c'est évidemment un sujet très sensible, difficile. Et Robert Boulin a commis la maladresse lors d'un discours où on lui parlait de chiffres d'arrivée en France, au mois de juin ou juillet 1961, de comparer avec le chiffre habituel de vacanciers venant d'Afrique du Nord. Alors, vous imaginez que les rapatriés d'Algérie, partant souvent dans des conditions assez terribles, se voir comparer à des vacanciers, eh ben, ils n'ont pas vraiment apprécié. Ce n'est pas la raison pour laquelle Boulin a quitté le ministère, où il est remplacé par Alain Perfit, mais il change de poste. Il devient secrétaire d'État au budget pendant 5 ans, quasiment, auprès de Valéry Giscard d'Estaing essentiellement, un petit peu Michel Debré, quand Giscard perd la rue de Rivoli, mais surtout auprès de Valéry Giscard d'Estaing. Et là, ça explique aussi plus tard, hein, Boulin, ministre de Giscard, Boulin apprécie beaucoup cet homme, secrétaire d'État au budget, qui a, là aussi, qui a une fibre pour l'économie, alors qu'encore une fois, ce n'est pas vraiment sa formation, et qui se montre quelqu'un de très rigoureux. C'est lui qui présente chaque année le budget au moment, donc, voilà, vous
connaissez ça, le vote du budget. Voilà. C'était Robert Boulin qui était en charge du budget. Ensuite, il devient secrétaire d'État à l'économie et aux finances pendant très peu de temps, jusqu'à la crise de mai 68. Puis, il prend du galon en mai 68, à la fin mai, après la démission de Georges Pompidou comme Premier ministre dans le cabinet Maurice Couve de Murville, qui est le dernier Premier ministre du général de Gaulle, à la fonction publique. Bon, alors là, en un mois, il n'a pas vraiment le temps de marquer le ministère. En revanche, la dernière année de la présidence de Gaulle, il est ministre de l'Agriculture. Et là, ça a été très important pour lui, parce que d'abord, il connaissait, de par Villandreau et sa jeunesse, et par le Libournais, il connaissait le monde rural. Il a voulu être vraiment le ministre des agriculteurs, comme il a dit, et il a fait sillonner un petit peu le pays. Bon, il n'y a pas de grands textes liés à lui dans ce ministère, mais il a été quand même un ministre apprécié comme ministre de l'Agriculture. Alors, normalement, je vais vous montrer aussi que pendant qu'il était ministre, Robert Boulin ne négligeait pas sa circonscription et ne négligeait pas non plus la ville de Libourne. Il faut quand même en parler. Là, on m'a transmis, alors je reviendrai, voilà, cette photographie où Robert Boulin, donc, inaugure la mairie restaurée de Saint-Émilion le 14 mai 1968. 66, qu'est-ce que j'ai dit, 58 ? Pardon. Donc, c'est évidemment une de ses fonctions et une des photographies, il y en a peut-être d'autres, mais enfin, en tout cas, là, c'est une photographie, donc, à Saint-Émilion. Alors, Libourne, il a été donc un maire modernisateur pour cette ville. On est en pleine période des 30 Glorieuses, Bernard Ledoux l'évoquait, période de prospérité, période où l'aménagement d'une ville, et c'est la même chose à Périgueux, la même chose à Bayonne, on a fait des études à Paris, la même chose à Bergerac, ces villes où il faut transformer les équipements anciens, rénover, aménager la ville pour la voiture. Aujourd'hui, on l'aménage pour les piétons, mais à l'époque de Robert Boulin, on agrandit les voies, on fait des parkings, alors je ne vais pas énumérer tout ce qu'il a fait, je m'attarderai sur deux décisions et deux réalisations très importantes. Il a fait des logements collectifs, parce qu'il y avait évidemment besoin de beaucoup de logements. Il a signé un contrat de ville moyenne en 1974, ça c'est très important, parce que ça a financé évidemment un certain nombre de projets. Il a fait faire une piscine, un nouveau stade, etc. Mais les deux réalisations majeures de Robert Boulin à Libourne, c'est le Père Noël, enfin je caricature, mais c'est le dépôt central des rebuts des PTT, avec ce fameux courrier où les plus jeunes d'entre nous ont écrit pour le Père Noël. Bon, ça c'est quand même une réalisation importante. Parallèlement, Guénac fait installer l'imprimerie du timbre à Périgueux. Donc vous voyez deux ministres en exercice qui profitent de leur pouvoir, disons, dans le cadre de la décentralisation d'un certain nombre d'organismes ou d'institutions, pour le faire venir à Libourne. Et puis, plus important encore, c'est l'hôpital. L'hôpital qui porte son nom aujourd'hui, très gros centre hospitalier construit entre 1968 et 1971, qui apporte évidemment beaucoup à Libourne, à l'économie libournaise, qui était, mais je pense toujours, le premier employeur de la ville de Libourne, avec un rayonnement qui est fondamental sur la partie justement orientale, de la Gironde. Donc ça c'est le maire. Mais donc voilà, il a évidemment ses fonctions ministérielles, puisqu'il a peu siégé comme député pendant cette période. Ses fonctions ministérielles ont beaucoup aidé. Alors, je voulais vous montrer cette photographie pour vous montrer à notre Robert Boulin dans les fonctions de réception. Alors, c'est l'Élysée ou un autre ministère ou l'hôtel de la C, je ne sais pas exactement. C'est une photographie où vous voyez Robert Boulin, son épouse, Colette Boulin, et le fils Bertrand qui accompagnait donc son père et sa mère à cette réception. Et, petite anecdote amusante aussi, il en faut quand même, à l'occasion d'une de ces réceptions, le général de Gaulle aurait dit à Madame Boulin, toujours aussi ravissante, Madame Boulin,
Et elle aurait répondu, parce qu'elle avait pas mal d'assurance, toujours avec la même robe, Monsieur le Président. Et De Gaulle lui aurait répondu, eh bien, cela prouve qu'elle est à vous. Alors c'est très beau, c'est comme l'anecdote sur les Gaullésériens en rapatriés. Le problème, c'est que j'ai lu à peu près la même chose chez l'épouse de Christian Fouché, autre ministre gaulliste, etc. Ceci étant, De Gaulle aimait les belles femmes et faisait des compliments facilement, donc peut-être qu'il l'a dit à plusieurs dames qui ont eu peut-être la même répartie de dire, mais toujours avec la même robe, Monsieur le Président. Donc, on poursuit la carrière de Boulin. Le tournant, même s'il reste ministre, le tournant pour lui, ça a été évidemment la démission du général de Gaulle après l'échec du référendum de 1969 et la mort du général de Gaulle en 1970. Mais là, vous avez une correspondance qui est conservée dans les archives du général de Gaulle, donc aux archives nationales, où Boulin remercie, donc par un mot manuscrit, avec en tête du ministère de la Santé publique, parce que là on est sous l'époque Pompidou, et il est dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, comme ministre de la Santé publique, Boulin remercie le général qui lui a envoyé, comme à d'autres anciens ministres, le premier tome, qui d'ailleurs restait le seul, des Mémoires d'Espoir, de ces Mémoires d'Espoir, avec une dédicace évidemment très personnalisée et très sympathique. Et Robert Boulin lui exprime toute la fierté, tout l'honneur qui a été celui d'avoir servi le général. Et c'est à peu près un mois, presque jour pour jour, après cet échange, que Charles de Gaulle donc, est décédé à Colombey. Et évidemment, pour Robert Boulin, c'est un tournant. Mais il reste ministre. Alors je vais revenir sur la liste des ministères, parce que peut-être que vous allez l'avoir oublié. Voilà, donc sous Pompidou et dans le gouvernement d'abord de Jacques Chaban-Delmas, Robert Boulin est à la santé publique. Alors, parmi les réalisations qui ont marqué cette fonction, il est le père d'une loi sur les retraites. Ben oui. C'est la première loi depuis 1945, depuis la création du système de sécurité sociale à la fin de la guerre. La France est encore très jeune, je vous rappelle que les années 60, c'est le boom de la jeunesse, mais la jeunesse vieillit. Le baby boom, c'est quand même terminé depuis le milieu des années 50, donc il faut faire une loi sur les retraites. Et la collègue spécialiste de ces questions sociales, qui avait participé au colloque Robert Boulin donc à Libourne en 2009, Catherine Omnès, a considéré, enfin estime que cette loi, elle connaît bien toutes les lois sur les retraites, est un texte très important pour des milliers, peut-être des millions, dit-elle, de Français à l'époque, que cette modernisation en quelque sorte de la loi sur les retraites. Sauf qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de jeunes pour payer les retraites des seniors. Oui. Et par conséquent, voilà, on n'était pas tout à fait dans la configuration qui est celle de ces 10 dernières années, grosso modo. Ensuite, ministre chargé des relations avec le Parlement, ça, c'est après le départ de Chaban, c'est dans le gouvernement de Pierre Messmer. Là, Robert Boulin, il avait été élu député plusieurs fois, mais il avait peu siégé, ne connaissait pas vraiment le Parlement en tant que député, et puis il y avait des tensions après le départ de Chaban, entre les gaullistes, donc ça n'a pas été une période très heureuse. On ne peut pas dire qu'il ait vraiment été très épanoui pendant cette période, donc de quelques mois, où il reste, d'ailleurs il n'est pas reconduit en mars 1973, à ce poste donc de ministre chargé des relations avec le Parlement. Alors 1974, c'est le décès de Georges Pompidou. Décès de Georges Pompidou, et là se pose le problème de la succession. Évidemment, Robert Boulin, girondin, ami de Jacques Chaban-Delmas depuis 1947, soutient la candidature de Chaban. Et vous savez comment ça s'est terminé. Chaban fait un très mauvais score au premier tour, et il ne peut donc pas participer au second tour. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est élu donc contre François Mitterrand en 1974. Et on sait que Chaban n'a pas fait une belle campagne, il a commis un certain nombre d'erreurs, il ne s'était pas suffisamment préparé, mais on sait aussi que l'appel des 43 députés gaullistes ou centristes qui ont été à l'initiative de Jacques Chirac, ont fait campagne pour Valéry Giscard d'Estaing dès le premier tour, a fait perdre des voix à Jacques Chaban-Delmas. Et donc Robert Boulin, là, à partir de là, a une relation
comme Jean Charbonnel, comme d'autres, difficile avec Chirac. Il accuse Chirac d'avoir fait tomber Chaban dès 1974 en quelque sorte. Alors, cette période qui va de 1974 à 1976, celle où Jacques Chirac est Premier ministre, Boulin ne retrouve pas de portefeuille ministériel. Les relations avec Jacques Chirac sont difficiles, d'autant plus que quand Jacques Chirac s'empare du Parti gaulliste, dès 1974, avant de fonder le RPR en 1976, Boulin qualifie cet acte de Brumaire, comparaison avec Napoléon Bonaparte et 1799. Bon, ça ne plaît pas évidemment, et il fait partie de ces gaullistes historiques qui revendiquent justement un peu ce côté gaulliste historique pour s'opposer à Chirac et considérer que Chirac c'est un bulldozer, comme l'a qualifié Georges Pompidou, qui pense à sa carrière et qui veut absolument faire carrière, arriver plus haut que Premier ministre, donc à la présidence, et ça déplaît beaucoup à Robert Boulin. Donc pendant cette période, Robert Boulin ne sait pas, est en dehors du gouvernement. Alors il redécouvre tout, hein, son fils raconte, c'est assez amusant, il n'a plus de voiture de fonction. Alors il se perd dans Paris, finalement il prend le métro, c'est plus simple, mais c'est un changement de vie, après avoir été 12 ans dans les palais ministériels, vous imaginez. Donc cette période, bon, il reste évidemment une personnalité gaulliste, et il retrouve l'Assemblée. Alors l'Assemblée, je vais vous citer un exemple antérieur à cette période, mais qui est révélateur. Avant même d'avoir contesté Jacques Chirac, Robert Boulin n'a jamais été un godillot. Godillot, vous savez, c'est le terme qu'employaient les ennemis du parti, ou la gauche, hein, du parti gaulliste, en disant ces députés, ils sont toujours aux ordres, ils obéissent à De Gaulle qui leur dirait d'aller se noyer, ils iraient se noyer. Enfin, bon, ça, c'est la formule godillot. Boulin n'est pas un godillot, et le témoignage en l'a par Jean Foyer, alors gaulliste lui aussi très important, qui raconte qu'en 1962, lors d'un conseil des ministres, où le général de Gaulle évoque son projet de réforme de la Constitution pour faire élire le président de la République au suffrage universel direct. La plupart des ministres ne disent rien. Ils se disent, on va perdre notre portefeuille, peut-être. Et Jean Foyer s'exprime. C'est un juriste brillant, Jean Foyer. Et il dit au général, mon général, la méthode sur l'utilisation du référendum, etc., n'est pas... Et Boulin prend la parole, il est ministre secrétaire d'État depuis à peine un an. Et il dit, je partage les scrupules du garde des Sceaux. Donc c'est prudent quand même. Hein. Et Foyer raconte que De Gaulle répond, le garde des Sceaux a des scrupules, mais il les surmonte. Vous avez entendu, c'est fini, hein, on n'en parle plus. Voilà, et c'est quand même dire la personnalité de Boulin, qui justement pouvait se permettre peut-être, qui se fait remettre à sa place, mais la personnalité de Boulin. Alors on revient une dizaine d'années après en arrière. Eh ben, quand Chirac démissionne du gouvernement, de la présidence, hein, du poste de Premier ministre de Matignon, en août 1976, il claque la porte. Il fonde quelques mois plus tard le RPR, ce que désapprouve évidemment Robert Boulin, mais Raymond Barre est nommé Premier ministre, et là, Robert Boulin fait son retour. Il devient ministre, et alors là, sans interruption, entre le mois d'août 1976 et sa mort en octobre 1979. Rassurez-vous, je vais y arriver. Hein. Donc, on lui redonne les relations avec le Parlement. Bon, il n'y réussit pas beaucoup mieux, surtout c'est une période très difficile. Hein. Les relations entre gaullistes sont exécrables, la gauche monte en puissance, c'est vraiment pas un poste facile. Ensuite, il retrouve un poste de ministre délégué à l'économie et aux finances. Alors là, par contre, c'est très bien, parce que du coup, il retrouve la rue de Rivoli, il retrouve des fonctions qu'il a exercées très bien à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, ministre dans les années 60. Et le dernier poste qu'il occupe, alors, c'est le poste de ministre du Travail et de la Participation. Bernard Ledoux a évoqué ce mot participation, qui est un mot clé hein, pour le gaullisme historique, qui était au début du
gaullisme politique après la guerre, on appelait ça l'association capital-travail à l'époque du RPF, c'est-à-dire essayer donc cette troisième voie entre le capitalisme et le communisme, et qui est devenue la participation sous la Ve République, avec des grands noms comme René Capitan, Léo Hamon, je cherche l'autre nom très connu, Louis Vallon, voilà, merci. Louis Vallon, bon, ça n'a pas beaucoup abouti, il y a eu quand même des lois, hein, il y a eu des ordonnances sur la participation, c'est le volet du gaullisme qui a le moins réussi. Mais bon, quand Robert Boulin accède à ce ministère, le terme participation dans l'intitulé du ministère, c'est intéressant. Et lui qui avait dès la 4e République, dans les articles qu'il écrivait dans Le Résistant de Libourne, etc., du Libournais, écrit des textes sur l'objectif social du gaullisme, sur l'importance de cette dimension sociale, il est vraiment à son aise, si vous voulez, il a vraiment là le projet de faire aboutir des choses, un progrès en matière de participation. Et tous ceux qui l'ont connu, alors à l'époque de Chaban, il y avait Jacques Delors au cabinet de Jacques Chaban-Delmas. Et Jacques Delors, en 1978-19, il est devenu socialiste, hein, il est un des conseillers sociaux de François Mitterrand. Mais à l'époque hein, où il côtoyait Robert Boulin comme dans le gouvernement Chaban, voilà ce qu'a écrit plus tard dans ses mémoires Jacques Delors en parlant de Joseph Fontanet et de Robert Boulin, tous deux morts tragiquement. Il faut leur rendre hommage, parce que beaucoup de ministres se seraient offusqués de cet oiseau rare, non élu, il parle de lui, hein, jouant quasiment le rôle d'un ministre auprès du Premier ministre, et qui plus est de gauche. Mais Joseph Fontanet et Robert Boulin étaient au-dessus de ça. Ils se démarquaient de l'esprit partisan et agressif d'une grande partie de la majorité. Et plus tard, quand il est en fonction dans ce dernier ministère, Robert Boulin a eu dans ses fonctions, a travaillé avec la directrice du travail, une brillante jeune énarque, qui était Martine Aubry, fille de Jacques Delors, et avec laquelle donc Robert Boulin a travaillé. Et Martine Aubry a rendu hommage à Robert Boulin en disant qu'il était quelqu'un de très humain, très engagé sur ces questions. Et dans cette fonction, il a préparé des textes qui ont été repris sous la présidence Mitterrand dans la préparation des lois Auroux, hein, qui sont des lois sur le travail au début du premier septennat de François Mitterrand dans le gouvernement Pierre Mauroy. Et elle se rappelle d'un exemple du comportement de Robert Boulin, qui je trouve est très drôle, hein, lors d'une réunion sur la sidérurgie à Matignon. Et sidérurgie qui était en crise hein, à la fin des années 1970. Et il paraît que dans cette discussion, on ne parlait que de chiffres. Et Robert Boulin, ministre, prend la parole en disant « C'est insupportable. Vous êtes là, le cul sur vos fauteuils, en tapisserie brodée, pendant que des familles sont mortes de trouille en attendant ce qui va arriver en Lorraine et dans le Nord. » C'est Martine Aubry hein, qui raconte ça. Vous voyez, cette sensibilité sociale, hein, cette volonté vraiment de faire aboutir ce grand projet gaulliste. Alors, non, il y en a une autre, mais elle est... Oui, alors, la deuxième, ces deux photos illustrées, ces deux derniers portefeuilles, un moment où Robert Boulin présente aux Français la déclaration de revenus, ça vous avez tous vu ça, hein. Maintenant c'est un peu dématérialisé, mais enfin les plus anciens se rappellent hein, à quoi ressemblait cette déclaration des revenus. Et en bas, vous avez une photographie où l'on voit effectivement au ministère ou à Libourne, je ne sais pas trop, Robert Boulin, ça vient des archives municipales de Libourne, Robert Boulin avec en face de lui Raymond Barre en Premier ministre, et on reconnaît au moins le giscardien qui est avec la cravate, qui est, on va le souffler, Chinault, Roger Chinault, voilà. Donc, ça c'est deux photos pour illustrer ses fonctions ministérielles. Alors, je vais avancer avec une deuxième visite présidentielle qui est fondamentale à Libourne, qui est la visite du président Giscard d'Estaing le 5 octobre 1979. Alors, depuis quelque temps déjà à ce moment-là, il y avait deux
deux choses importantes pour Robert Boulin. D'abord, l'affaire de Ramatuelle. Certains journaux ont lancé une campagne contre Robert Boulin pour dire qu'il avait acquis un terrain à Ramatuelle, donc, qui est un terrain qui en fait avait été acheté en dessous de son prix, qui avait déjà été vendu auparavant par un escroc, donc qui était tourné, et donc on accuse Robert Boulin d'avoir profité de sa situation ministérielle et politique globalement pour avoir acheté ce terrain, et que c'était un scandale immobilier, comme il y en avait eu un certain nombre, il faut dire, depuis le début des années 70. Bon. Et en particulier dans les milieux gaullistes d'ailleurs. Donc c'est une affaire qui monte progressivement au cours de l'année 1979. Et parallèlement à cela, et les deux sont liés, progressivement monte aussi l'idée que Robert Boulin pourrait devenir Premier ministre à la place de Raymond Barre. Pour plusieurs raisons, parce que Raymond Barre est en poste depuis 3 ans, que 3 ans à Matignon, c'est assez long, hein, que la fonction est quand même lourde, et par conséquent, on évoque l'idée d'un Robert Boulin susceptible d'être Premier ministre. Et lorsque le président Giscard d'Estaing vient à Libourne chez son ministre, donc le 5 octobre 1979, vous avez là une photographie, il fait l'éloge de Robert Boulin, la visite se passe très bien, donc c'est la deuxième visite présidentielle en 20 ans. Il fait l'éloge de Robert Boulin, et là la rumeur monte encore plus. Et au fur et à mesure, plus la rumeur monte, plus l'affaire de Ramatuelle occupe la presse satirique, le Canard enchaîné, tous les journaux, si vous voulez, qui essaient de monter, enfin de faire tomber en quelque sorte l'image de Boulin pour l'empêcher de devenir Premier ministre. Et dans cette affaire, Robert Boulin veut se défendre jusqu'au bout, en expliquant qu'on veut le faire, le faire tomber, mais qu'il a des dossiers très importants, qu'il a des dossiers, et qu'il va fournir à la mi-octobre, c'est à peu près ce qu'il dit dans des entretiens, j'ai des dossiers, j'ai de quoi les faire taire, je vais bientôt les montrer, ces dossiers, enfin les ouvrir, les rendre publics, et on ne parlera plus de mes affaires. Alors ces dossiers, c'est, semble-t-il, et c'est même une quasi-certitude, des dossiers concernant le financement du parti gaulliste, mais pas que du parti gaulliste, mais enfin essentiellement du parti gaulliste, avec des fonds de la France-Afrique, des fonds africains, gabonais, du Congo, du Cameroun, enfin voilà, des fonds africains, peut-être un peu de l'Irak aussi, et évidemment, c'est un financement, bon, il n'y avait pas encore la loi sur le financement des partis politiques, mais Robert Boulin en savait beaucoup. Il en savait beaucoup parce qu'il avait été au budget, aux finances pendant très longtemps, donc eu accès à... Et également dans le parti gaulliste, hein, il était fort bien placé. Donc, voilà à peu près la situation à la fin octobre. Et tout d'un coup, 29 octobre, on annonce le décès, le corps de Robert Boulin, ministre, vient d'être découvert dans l'étang de Rambouillet. Alors là, évidemment, stupeur. L'idée, c'est que, en réalité, donc, il n'a pas supporté cette pression qui était liée à l'affaire de Ramatuelle, à cette affaire immobilière, et qu'au moment où il allait être nommé Premier ministre, eh ben, il voyait que sa carrière allait être détruite, enfin, allait être bloquée en tout cas, et donc il s'est suicidé. C'est immédiatement la version qui a été dite et qui est devenue la version officielle de son suicide jusqu'à nos jours. Ça n'a jamais été officiellement, par la justice française, changé. Alors, dans un premier temps, la famille stupéfaite n'a pas beaucoup, n'a pas lancé des attaques, des procédures pour s'opposer à cette version, mais relativement vite elle l'a fait, Madame Boulin et Bertrand, son fils, puis par la suite Fabienne, et c'est le combat de la famille depuis, au fur et à mesure évidemment que on s'est rendu compte que le suicide était difficilement, la thèse du suicide était difficilement défendable, mais malgré tout, encore une fois, l'affaire n'a jamais été revue depuis. Alors, moi, j'ai traité cette affaire, si vous voulez, dans le livre, avec les outils dont je pouvais disposer. Parmi les outils dont je disposais en tant qu'historien, et qui étaient communicables désormais, il y avait le témoignage de Bernard Pons. Parce que
Au lendemain de la mort de Robert Boulin, le journaliste Philippe Alexandre, il y a deux choses, Philippe Alexandre et Bernard Pons. Au lendemain, je me mélange, au lendemain de la mort de Boulin, le journaliste Philippe Alexandre accuse le RPR d'être derrière la mort de Robert Boulin. Et le RPR lui fait immédiatement un procès. Procès, et c'est Bernard Pons, secrétaire général du RPR de l'époque, qui est chargé par Jacques Chirac de lancer ce procès. Le procès a lieu au printemps 1980 et Philippe Alexandre, journaliste réputé, est condamné, bon, pas contraire, mais il est condamné donc pour diffamation envers le RPR. Immédiatement, dans les jours qui suivent, il se rend aux Archives nationales, donc auprès de Jean Favier, qui était le directeur des Archives nationales à l'époque, et il dépose un manuscrit de 13 pages à peu près, de toute petite écriture, où il relate tout le suivi qu'il a mené lui en tant que journaliste depuis le mois de septembre 1979 jusqu'au jour qui précède la mort de Robert Boulin. Il raconte donc les entretiens qu'il a eus avec un certain nombre de personnalités gaullistes, avec Robert Boulin lui-même, avec Tourné et avec des proches collaborateurs de Valéry Giscard d'Estaing, notamment Jean Cerizet. Ce témoignage, il dit à Jean Favier, il ne sera communicable que dans 40 ans, qui était un délai inhabituel pour des archives, mais donc vous faites le calcul, 1980, 2020. Et quand Benoît Colombal, journaliste, a fait son livre en 2007, il ne pouvait pas avoir accès à ce document puisqu'il était encore interdit. Mais, Philippe Alexandre l'a dit, j'avais prévu 40 ans parce que je pensais que les principales personnes citées seraient mortes, mais je me rends compte que l'allongement de la vie fait qu'en 2007, il y avait encore en vie Jacques Chirac, Charles Pasqua et quelques autres. Bon. Donc lui, il ne l'a pas vu, mais moi, je me suis précipité quand j'ai commencé à préparer ce petit livre pour aller voir donc, aux Archives nationales ce document. Et effectivement, il y a là des choses intéressantes parce que Robert Boulin, Philippe Alexandre montre très clairement que au sein du RPR, il y a un complot en quelque sorte contre Robert Boulin depuis le mois de septembre. On lui dit clairement ça va éclater, ça va être du tonnerre, etc. Bon. Donc, et il va voir Boulin, il lui dit est-ce que vous êtes au courant? Et Boulin lui dit oui, je sais, tout ça, ça vient de la rue de Lille, qui est le siège du parti gaulliste de l'époque. Derrière ça, il y a Charles Pasqua, et je sais qu'on veut me faire tomber, mais j'ai mes dossiers, etc. Donc ça, c'est un premier élément que moi, je pouvais utiliser en tant qu'historien comme élément nouveau. Deuxième élément, Bernard Pons, donc, qui avait suivi, enclenché le procès donc, à la demande de Jacques Chirac. Bernard Pons publie ses mémoires il y a presque 10 ans maintenant, et dans ses mémoires, il écrit, il consacre un chapitre à l'affaire Boulin, et il écrit « J'ai repris toutes les étapes, c'est-à-dire la deuxième autopsie, la première avait été bâclée, il est médecin de formation, Bernard Pons. J'ai vu les résultats de cette deuxième autopsie, on avait été exhumé le corps à Villandreau, etc. Donc, pour tout, il argumente vraiment, et il conclut, aujourd'hui, je ne crois plus à la thèse du suicide, et j'espère que la vérité sortira un jour. Voilà ce qu'avait écrit Bernard Pons. Moi, ce sont deux éléments sur lesquels je m'étais appuyé. Plus le témoignage de Raymond Barre, Premier ministre, qui dans ses mémoires, mais il l'a dit aussi à la radio, dit qu'il a été réveillé par l'officier de service de Matignon dans la nuit qui précède l'annonce de la mort, de la découverte du corps de Robert Boulin. Il a été prévenu que Robert Boulin était mort et qu'on l'avait retrouvé à Rambouillet. Or, le corps n'a été découvert que le matin. Alors, bon, c'est quand même un autre élément un petit peu surprenant. Alors, depuis que mon livre est sorti, donc en novembre 2023, il y a eu d'autres témoignages dont vous avez sûrement entendu parler par la presse. Alors, je vous ai montré, je vous ai affiché quelques-uns d'entre eux, donc notamment une nouvelle expertise qui démontre également que Robert Boulin a été victime de violences volontaires ayant provoqué une fracture du nez
récente et concomitante au décès. Le 30 octobre, l'ancien ministre a été retrouvé mort, etc. Sa mort avait été initialement classée comme suicide par noyade, après ingestion de barbiturique. Doutant de cette version, la famille a porté plainte en 1983. L'enquête ouverte pour meurtre s'est soldée par un non-lieu en 1991. Donc ça, c'était la première étape, si vous voulez. Sud-Ouest, 3 septembre 2024. Et là, c'est le témoignage de quelqu'un qui était dans le banlieue parisienne et qui a assisté à cela. Un soir de novembre 1979, alors que j'étais au bar, Pierre Debizet, qui était le patron du SAC, m'invite à sa table. 2 types sont entrés et se sont installés. J'ai entendu Pierre s'énerver. « On vous avait dit de ne pas le tuer », a-t-il lancé aux 2 hommes. Et le plus âgé a répondu, on l'a balancé dans l'étang de Rambouillet, c'est un accident, on l'a tabassé. Il est mort dans nos bras d'une crise cardiaque. Mais t'as vu, on a ramené les documents. Alors ça, c'est un élément. Alors bien sûr, ça a été versé à la justice, qui maintenant suit de nouveau l'affaire. C'est un élément important parce qu'effectivement, on sait que Robert Boulin, sa son épouse, et l'a confirmé, avait quitté son domicile après être revenu du ministère avec des dossiers, avait quitté son domicile avec des dossiers, et vraisemblablement pour un rendez-vous. Et cette version-là est celle que moi, je considère comme la plus probable, c'est-à-dire que ce rendez-vous n'était pas un assassinat prémédité, mais un rendez-vous pour lui faire peur, pour lui demander les documents, récupérer donc les dossiers, et que Boulin a dû refuser, et que du coup, ça a tourné à la bagarre, et que donc voilà ce récit. Alors évidemment, c'est un élément, je ne dis pas que... Mais bon, c'est désormais versé au dossier. Et dernier élément, tout récent, dans le cadre du procès de Sarkozy. Le 30 octobre 1979, Claude Guéant, qui était à l'époque 34 ans, conseiller technique au ministère de l'Intérieur, devant le juge d'instruction, il s'est souvenu du moment où une réunion a été organisée d'urgence au ministère de l'Intérieur vers 8 h le matin. Dans mon souvenir, le ministre donc nous informait de la découverte du corps de Robert Boulin cette nuit-là, a déclaré Claude Guéant. Ce nouveau témoignage met lui aussi à mal la version officielle, constate Marie Dosé, qui est l'avocate de Fabienne Boulin-Burjat, puisque les procès-verbaux de l'époque versés au dossier affirment que le corps a été découvert à 8 h 40 le matin et qu'à 8 h 35 on découvre son véhicule, ce qui est incompatible avec une réunion que le ministre de l'Intérieur aurait organisée avec ses conseillers pour leur dire qu'on avait découvert le cadavre dans la nuit. Donc vous voyez, ces questions d'agenda, et ça Raymond Barre l'avait déjà dit, mais ce que dit Claude Guéant confirme finalement ce qui avait donc été dit à l'époque. Donc voilà où l'on en est. Donc ma version, mais je vous répète, elle est provisoire sans doute avant que peut-être tous les témoignages aient été recueillis ou que de nouveaux viennent, c'est qu'effectivement le SAC du Parti gaulliste, le service d'ordre du Parti gaulliste a eu une responsabilité. Charles Pasqua n'était plus en charge directement, mais c'était l'ancien patron et il avait un rôle important, Pierre Debizet, et que ce sont vraisemblablement, dans le cadre de bloquer la carrière de Boulin, de l'empêcher de devenir Premier ministre, sans doute parce qu'on se disait que ça allait être gênant pour Jacques Chirac, pour la présidentielle, qui avait lieu 1 an et demi après, 1981. C'est sans doute cela. Et pour récupérer des dossiers qui étaient sans doute compromettants pour le Parti gaulliste en particulier. Et donc ça, c'est évidemment voilà, un élément qui me semble vraisemblable. Je ne crois pas à la thèse donc, de l'assassinat programmé, prévu, prémédité. Je ne suis pas certain non plus que la seule motivation ce soit d'empêcher Robert Boulin de devenir Premier ministre, parce qu'il y avait d'autres gaullistes, notamment Joël Le Teul, Olivier Guichard à la rigueur, même s'il n'avait pas envie, Alain Perfit et d'autres, qui étaient proches de Valéry Giscard d'Estaing et qui auraient pu devenir Premier ministre à ce moment-là. Et j'avais posé à Valéry Giscard d'Estaing dans un colloque public la question, Monsieur le Président, avez-vous vraiment songé à nommer Robert Boulin Premier ministre? Il m'avait répondu publiquement, oui. Ensuite, j'ai envisagé Joël Le Teul. Joël Le Teul est mort d'une crise cardiaque. Donc finalement, il a gardé Raymond Barre, jusqu'en 1981.
mais il y avait confirmation qu'il allait être nommé à Matignon. Donc voilà ma position, si vous voulez, sur ce sujet, que j'essaie d'être donc dans le livre, mais je n'avais pas les derniers témoignages, la plus scientifique possible. Dernière image, hein, le retour définitif de Robert Boulin, donc à Villandreau, vous avez des plaques de la ville de Libourne, de plusieurs témoignages, si vous voulez, de ce que représentait Robert Boulin. Une rue de Libourne qui a été baptisée, celle qui relie le château à sa maison natale, avec comme simple inscription les dates de naissance, 1920-1979, résistant du réseau de Navarre, donc son réseau de résistants. Et Robert Boulin a voulu là, enfin pas Robert Boulin, mais la ville a fait ce qui a été fait pour Chaban à Asquin, c'est-à-dire compagnon de la Libération, point, pas marqué, maire de Bordeaux, Premier ministre, etc. Ou Pierre Messmer à Saint-Gildas-de-Rhuys, où pareil, on a compagnon de la Libération et aucun autre titre. Je vous remercie et suis prêt à répondre à quelques questions si vous en avez. Avant de donner la parole, s'il vous plaît, j'ai oublié tout à l'heure, excusez-moi, nous avions souhaité avoir quelques représentants du monde politique local. Ce soir, bon, malheureusement, monsieur le maire de Libourne, qui devait venir, s'est fait excuser lundi dernier. Il a donné son accord initialement, mais il s'est fait excuser pour une histoire de déroulement pas du temps. Sa secrétaire était tout à fait confondue. Donc, nous n'avons pas eu monsieur le maire de Libourne. Et puis, le maire Saint-Émilion, lui, est pris par un conseil communautaire. L'adjoint à la culture, Christophe Luc Robin, m'a écrit déjà il y a quelques jours en me disant « Je ne suis pas disponible », mais donc je vous remercie de votre invitation que j'aurais honorée si je l'avais pu. Et nous savons quand même la municipalité de Libourne qui est représentée ce soir par monsieur Le Strat, qui est le conseiller délégué à la mémoire. Voilà. Donc maintenant, on va vous passer la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'affaire du terrain de Ramatuelle a été tirée au clair? Oui, absolument. Et l'innocence de Robert Boulin a été prouvée, hein, finalement. Tournet est un escroc qui a vendu effectivement d'autres terrains, etc. Ça a été prouvé et la famille possède toujours ce terrain et la maison. Et Fabienne Boulin-Burjat, la famille Burjat, habite cette maison sur ce terrain. Qu'est-ce qui a pris le canard enchaîné de se lancer dans une affaire pareille? Il y a eu sans doute de mauvaises informations. Le canard enchaîné est quand même relativement sérieux dans ses enquêtes. Hein. Il ne se trompe pas beaucoup. C'est pas lui qui a fait en même temps le plus peut-être contre Robert Boulin dans cette affaire. En l'occurrence, oui, voilà, la justice leur a rendu, a montré qu'ils avaient tort au final. Oui. D'autres questions? Merci. Oui, je crois, en fait, vous dites que c'est pas le canard enchaîné qui a fait le plus de mal, c'est l'article de Jeanne Sarrazin dans Le Monde le samedi précédent, 2 jours avant. C'est celui-là qui a plus affecté Boulin, c'est celui-là qui a fait croire que peut-être il s'était effectivement suicidé, il y a bien des gens, même à Libourne, qui l'ont cru, mais alors que maintenant tout prouve qu'il ne s'est pas suicidé. Je partage votre hypothèse de la bagarre qui a mal tourné en quelque sorte, il y a longtemps que je le pense. Ce que je crois, surtout que dans cette affaire, je ne suis pas tout à fait certain qu'il avait vraiment des dossiers sur le financement du RPR. Ces choses-là, ça ne se diffuse pas beaucoup. Et ce que je crois aussi, c'est que toute la gauche, depuis, en a un peu profité pour faire oublier l'affaire Urbain, l'affaire de la mairie d'Angoulême et autres financements occultes des campagnes de François Mitterrand. Mais je crois que je l'ai dit souvent, pour répondre au premier intervenant, il faut, dans l'affaire de Ramatuelle, il faut bien voir les dates. Tournet fait l'acquisition de 30 hectares de terrain à Ramatuelle en 1967. Il obtient un permis de construire juteux, alors parce qu'il n'y a pas de plan d'occupation des sols à cette époque à Ramatuelle. Mais à l'époque, les
permis de construire sont délivrés par la DDE au nom du préfet de l'État. Mais ils ne sont valables qu'un an. Il faut déposer la déclaration d'ouverture de chantier dans l'année qui suit. Ce que ne fait pas tourner. Et quand, un an après, il va à nouveau redéposer le même permis de construire, il y a un plan d'occupation des sols approuvé à Armatuel qui ne permet plus de faire une opération aussi juteuse. Et il fait le siège de Robert Boulin pour que Boulin intervienne auprès du préfet, etc., pour pouvoir obtenir à nouveau un permis de construire. Ce que Boulin refuse, puisqu'il sait très bien qu'il ne peut pas aller. Un permis de construire irrégulier serait d'ailleurs probablement annulé par la justice administrative. Mais tourné en même temps, qui s'est introduit dans le cercle familial des Boulins, puisqu'il avait été marié en premières noces avec Monique de Pinos, qui était une amie d'enfance de Colette Boulin, et une girondine, comme tout le monde, fait le siège de Robert Boulin pour lui vendre un terrain pour qu'il y fasse construire une maison. Ce que Boulin refuse tout le temps. Il refuse jusqu'en juillet 1974, car vous avez évoqué l'élection présidentielle de 1974, la nomination de Chirac à Matignon, et à partir de là, Boulin, qui avait quelquefois, on a été nombreux à le constater, un petit côté défaitiste, un petit côté un peu, je dirais presque dépressif, croit que sa carrière politique, et surtout ministérielle, est derrière lui, et il cède en juillet 1974, c'est-à-dire à peine 2 mois après la nomination de Chirac à Matignon, en même temps, un an ou deux avant, le père de Colette a fait ses partages, elle a touché, et son frère a gardé la propriété du château de Piana à Barsac, et Colette a touché de l'argent, je ne sais pas combien, ça ne me regarde pas, elle dit on ira construire une maison à Armatuel pour les vacances et la retraite. Et voilà comment Boulin s'est trouvé impliqué dans cette affaire, aux mains d'un escroc pervers paranoïaque, comme il est écrit dans la lettre posthume, donc vous vous rappelez fort justement dans votre livre qu'on n'a jamais retrouvé l'original, mais je suis persuadé, parce qu'il y a une phrase en particulier qui est vraiment le style littéraire de Robert Boulin, que le corps de la lettre de Robert Boulin a été maquillé avant et après, à se demander même si, enfin, là j'ai une autre hypothèse, si la dernière phrase d'un garde des Sceaux plus préoccupé du déroulement de sa carrière que du bon fonctionnement de la justice n'a pas elle aussi été rajoutée, même si là je crois que Robert Boulin avait des griefs à l'égard d'Alain Pierrefitte. Voilà bon, ce qu'on peut dire. Alors après, je crois que le coupable du maquillage de l'affaire, c'est le procureur de Versailles. Parce que c'est lui qui a été, je crois que vous l'avez dit au Bouscat d'ailleurs, c'est lui qui a été voir le légiste de la Pitié-Salpêtrière pour lui dire ne touchez pas à la tête de la famille s'y oppose, ce que la famille évidemment n'avait jamais fait, n'avait jamais dit, et on avait rarement vu un procureur se déplacer voir le légiste en train d'ouvrir le corps d'un individu. Ça explique aussi que, comme vous l'avez dit fort justement dans votre ouvrage, page 96, attendez, donc moi je page 94, voilà, les bobos contenant le sang, les poumons et le larynx, au fil des années, est tellement longue et pénalisante pour la contre-enquête que cela ne peut pas être par hasard ou malchance. Or, tout ça appartenait à la justice, et le légiste les a donnés à la justice, et c'est la justice qui les a fait disparaître. Le procureur de Versailles avait des acquaintances avec le milieu. J'ai compris tout ça un jour où une émission de télévision sur Antenne 2, on a fait parler un ancien policier de Paris, indiquant que ce procureur remettait en liberté des malfrats qui n'auraient jamais dû être mis en liberté, et je crois que tout est là. Ils ont attiré dans le ressort de ce procureur qui était de mèche avec eux. Voilà. Oui, mais on a des témoignages de policiers aussi qui ne vont pas dans ce sens-là. Donc voilà. Alors, le problème, c'est que tous les témoins n'ont pas été interrogés suffisamment tôt et bien.
L'enquête a été vraiment bâclée, enfin mal faite. Ce qui est surprenant, c'est que les gouvernements successifs, les ministres de la justice successifs, malgré les alternances politiques, il y a eu la gauche, la droite, la gauche, etc., n'ont jamais voulu rouvrir, etc. Parce que, et je pense qu'il y a des choses qui ont disparu. Alors, sur les dossiers, on ne va pas revenir trop sur l'affaire de Ramatel, parce qu'il ne faut pas réduire Boulin à ça. Moi, voilà, ça me nerve toujours qu'on ne parle que de sa mort, hein, parce que bon, voilà, je pense qu'il mérite qu'on sache tout ce qui se passe avant. Mais sur les dossiers, moi je pense que c'est pas du tout impossible. Il a peut-être dit, j'en sais plus. Enfin, on peut toujours dire j'ai des dossiers même si on n'en a pas. Je pense que c'est pas du tout invraisemblable quand même cette affaire de dossier, parce que il avait, voilà, il savait quand même des choses, et on sait maintenant que le financement justement des partis, voilà. C'était avant Rocard, oui, d'accord. Peut-être d'autres questions. Je voudrais juste, vous dites qu'il ne faut pas réduire Robert Boulin à cette affaire, tout à fait d'accord, et je voudrais juste apporter une précision sur son action à la mairie de Libourne. On lui donne surtout la zone industrielle et le contrat ville moyenne où il y avait la création du lac, qui a été ensuite du temps d'André Turlet et de ses successeurs. Et ça, c'est quand même le plus, avec l'hôpital, c'est le plus, je crois, le plus important à Libourne. Alors, j'ai cité le contrat de moyenne, j'ai cité dans le livre plus d'éléments de réalisation à Libourne. Simplement, je l'écris aussi dans le livre, il faut être prudent quand on examine le mandat d'un maire. Parce que quand on compare les villes de la même taille, à la même époque, on a un contrat à ville moyenne, on a une piscine, on a un stade, on a etc. Donc il faut retenir ce qui est vraiment le plus marquant et original pour Libourne. Un peu caricaturé en parlant juste des PTT et de l'hôpital, mais l'hôpital c'est pas caricatural, c'est vraiment fondamental. Voilà. Il y a peut-être d'autres questions. Une autre question. Quel a été le rôle de Pasqua? On revient. Robert Boulin le cite dans le propos que rapporte Philippe Alexandre, que j'ai cité dans le texte qui est aux archives. Il dit, je le cite, ça vient de Pasqua, rue de Lille, parce que Pasqua est un peu l'homme des basses manœuvres à l'intérieur du parti gaulliste. C'est tout. Moi, je n'ai pas d'éléments précis, je n'ai pas accès à des archives Pasqua si tant est qu'elles existent, et si elles existent, je ne pense pas qu'il y ait un ordre de Pasqua disant il faut assassiner Boulin. Donc, voilà. On sait ce qu'est le SAC, on sait ce qui s'est produit. Alors, par rapport au dossier, je reviens, j'ai quand même un élément aussi qui ne va pas dans le sens de ce que vous venez de dire. Pourquoi, si... alors, est-ce que c'était simplement la crainte de dossiers qui peut-être n'existaient pas, mais pourquoi l'appartement de Boulin? Pourquoi la permanence à Libourne? Pourquoi plusieurs membres de sa famille ont ensuite été victimes de cambriolage, etc., pour rechercher les dossiers? Ben oui, donc il y avait quand même la crainte qu'il y ait sans doute des choses. Peut-être que c'était surfait, mais pourquoi il y aurait eu tout ça? Et j'ai un témoignage du côté de Colette Boulin, hein, de sa nièce en l'occurrence, nièce de Boulin, disant quand même que voilà, son appartement fouillé à Bordeaux, son appartement d'étudiante, de quoi Boulin aurait planqué, si j'ose dire, les dossiers chez sa nièce dans un appartement à Bordeaux. Voilà, donc il y a quand même, alors, le SAC, voilà, c'est peut-être pas des dossiers sur le financement, mais peut-être des dossiers sur le SAC. Hein, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sauf sur la Bordeaux. Voilà. Parce que moi j'aurais envie de vous demander, monsieur Lachaise, qu'est-ce qu'on doit retenir justement de l'action politique de cet homme qui a eu plusieurs postes, donc, qui a fait une carrière de ministre tout à fait remarquable, dans des ministères importants, qui a laissé des choses, donc je pense au témoignage de Jacques Delors en particulier. Qu'est-ce qu'on doit retenir de sa vie politique nationale? De sa vie politique nationale, il y a une explication quand même au fait qu'il ait été ministre aussi longtemps. Et que tous les témoins, encore une fois, soulignent le sérieux de son travail. Il a été très peu critiqué comme ministre, finalement, dans son action ministérielle proprement dite. Et également son honnêteté. Et sans doute que c'est un élément qui, pour lui,
venant de la petite bourgeoisie, ayant fait un beau mariage, incontestablement, avec Colette Lalande, mais lui qui venait de ce milieu et qui avait toute sa vie été honnête et qui était réputé comme un homme honnête, se faire, enfin voilà, tomber, si j'ose dire, sur une affaire financière. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette carrière? C'est ce parcours quand même qui est un parcours politique assez caractéristique, très caractéristique même du gaulliste finalement, de la résistance au RPF, au gaullisme sous la Ve République, au moins jusqu'à Pompidou. Et il fait partie de tous ceux qui, après la mort du général et surtout de Georges Pompidou, ont mis en doute, si vous voulez, le gaullisme des successeurs. Voilà. Et ça, il n'est pas le seul à l'intérieur de la famille gaulliste. Et il fait partie de ces hommes aussi qui, par les fonctions qu'il a occupées, j'ai cité l'exemple de Guéna, mais il y en a d'autres, ont pu avoir, et Jacques Chaban-Delmas évidemment à Bordeaux en est un exemple, ont pu avoir de par leur responsabilité des moyens de faire avancer leur circonscription, leur ville, leur circonscription. Ça, voilà. Et à l'échelle locale, je pense que c'est important aussi, mais c'est des retombées de la carrière nationale de Robert Boulin. Voilà, donc écoutez, s'il y a plus de questions, alors, je voulais vous dire que la librairie Pascal là, bien sûr,